Guillaume Capel, bonjour. Bonjour. Tu es le cofondateur et directeur de Singa, qui est un mouvement citoyen, une association qui fédère tout un écosystème à l'international autour des enjeux de la mobilité justement internationale, pas seulement l'immigration et les enjeux des réfugiés, mais tu vas nous en dire tout de suite un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est justement que cet enjeu lié à la mobilité internationale aujourd'hui ? Singa d'abord c'est une communauté internationale, c'est des dizaines de milliers de gens qu'on a réussi à faire bouger sur les sujets de migration ces dernières années. Localement ce sont des incubateurs, en fait ce qui nous intéresse nous c'est les gens qui ont des projets. Donc à la fois les gens qui ont bougé sur la terre, les immigrés, les réfugiés qui veulent contribuer dans la société où ils sont, et donc du coup on les accompagne pour qu'ils révèlent leur potentiel, qu'ils nous aident à transformer l'éducation, la santé, à changer pas mal de choses, mais qu'on passe pas à côté de leur génie ou de leur talent pour des mauvaises raisons. Et la deuxième chose, c'est on sent bien que la migration aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès à faire. La manière dont on en parle dans les médias, la situation assez catastrophique des gens, en particulier quand il y a des crises sanitaires, humanitaires. On l'a vu en 2015, là on le revoit à nouveau avec la crise afghane. On peut faire beaucoup mieux, on est des gens très intelligents, on est des sociétés dans lesquelles on forme des gens formidables, je vois qu'il y a des écoles là autour de nous. Qui sont capables de réinventer des solutions. Donc on a aussi conçu ces incubateurs pour que des Français, des Allemands, des Italiens nous aident à réinventer la migration, créer des nouveaux parcours, de l'innovation sociale, technologique qui fasse bouger les choses. Et voilà, évidemment ça a constitué un écosystème puisqu'on bosse avec des grandes entreprises, avec des institutions aussi pour changer ça. Alors, le phénomène de mobilité internationale, il n'est pas nouveau, il est déjà important, mais on sait qu'à l'avenir, la problématique va être majeure. Le recul que vous avez avec 10 ans d'existence, d'autant plus que le parcours des cofondateurs dont tu fais partie, vous venez déjà de ce secteur, si on peut parler de secteur d'activité, quelle est l'évolution de cet enjeu et les perspectives ? Mon sentiment, c'est que ça n'a pas vraiment bougé depuis 10 ans, que ça fait déjà à peu près une trentaine d'années en fait, qu'on est dans cette situation, que ça a tendance même à empirer, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est toujours dans un système, comme tu disais, en fait, où on identifie ça comme une problématique. Moi, je vois la migration comme une solution. Depuis le début de l'humanité, on bouge pour s'adapter au climat, on bouge pour s'adapter au changement de notre environnement, qui soit brusque avec un tsunami, mais qui soit aussi progressif avec la dégradation, par exemple, de l'air qu'on respire, de nos terres agricoles. Et moi, je le vois comme une solution pour beaucoup d'individus, plutôt que comme une problématique. Et donc, je pense surtout la migration comme quelque chose aussi qui est, où on a des sociétés d'installation plutôt que des sociétés d'accueil. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on change un peu notre prisme là-dessus. Pour moi, le dérèglement climatique, évidemment, va amener des gens à bouger, mais on peut aussi le penser à l'inverse. C'est parce qu'il y a du dérèglement climatique que des gens vont bouger, vont apporter leur génie, leurs solutions, mais aussi leur connaissance des signaux faibles pour nous dire là-bas, les terres agricoles sont déjà en train de cramer. Donc réveillez-vous, préparez-vous. Nous, on a de l'expérience, on peut aussi vous former. Et je pense qu'il faut s'organiser en tant que société aussi pour être capable de recevoir ces messages, de recevoir cette intelligence qui arrive grâce à la migration et non pas la considérer comme un problème supplémentaire à gérer. Oui, en fait, il y a un vrai enjeu qualitatif pour que l'aspect quantitatif ne soit pas subi, mais au contraire transformé plutôt en avantage, en force. Oui, et la migration, il y a plein de pays d'immigration qui pendant des années ont eu énormément de gens qui ont migré et ça a été justement la force de leur économie. Et on a plein d'études qui sortent qui montrent en fait que l'immigration est une force, que c'est une source d'innovation inépuisable. On le voit en Europe avec plus de 21% de nos entrepreneurs qui sont des immigrés. On le voit aux États-Unis, les 500 plus grandes fortunes américaines, 40% d'entre eux sont des immigrés ou des fils d'immigrés. L'innovation, enfin, elle naît aussi d'un voyage, de rencontres. Et l'immigration, elle permet ça, parce qu'elle va créer des ponts entre différents pays, elle va créer des ponts entre différentes cultures. Et le problème, c'est simplement qu'aujourd'hui, on n'investit pas d'argent là-dedans. On reste focalisé sur des problématiques qu'on peut rencontrer qui sont inévitables. En fait, il y a de la friction quand il y a de la rencontre. Ouais. Mais la rencontre, elle est aussi merveilleuse et elle permet de générer d'autres choses. Et nous, on l'a vu avec nos incubateurs et tous les entrepreneurs qui réussissent depuis des années.
Et avec le dérèglement climatique, est-ce que tu as en tête un ou deux chiffres qui permettent de se projeter sur l'amplitude du phénomène dans les années qui viennent? En fait, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que je pense qu'on pourrait aussi commencer à chiffrer le nombre de personnes qui n'auraient pas besoin de se déplacer si on commençait à se bouger les fesses sur le dérèglement climatique. Ouais. Je pense qu'on pourrait commencer à chiffrer le nombre de personnes qui vont générer en fait des innovations parmi ceux qui ont déjà immigré et le chiffre un peu effrayant de potentiellement des millions voire des milliards de personnes seraient obligées de se déplacer. On les a les chiffres, c'est les chiffres des Nations Unies, etc. Mais j'ai pas envie en fait de les citer parce que j'ai envie plutôt de raconter qu'aujourd'hui, moi j'ai des entreprises qui lèvent des millions d'euros chez Singa pour réinventer la santé avec des produits qui protègent les reins, avec des exosquelettes pour retrouver l'usage des membres. J'ai envie de parler de ces chiffres-là en fait. Ouais. Et donc, je pense que malheureusement, aujourd'hui, on les voit pas. On voit pas qu'il y a certains réfugiés qui, dès aujourd'hui, sont en train de nous aider à gérer le dérèglement climatique. Nous, on a un entrepreneur, par exemple, qui s'appelle Carlos, qui a lancé une boîte qui s'appelle Espero, qui fait de l'apiculture. Et donc, il a remis avec des apiculteurs syriens le miel aussi en France. Il commence à recréer des filières comme ça. C'est des filières qu'on avait un peu perdues parce qu'on les a tellement envoyées en Europe de l'Est, en Chine, parce que ça coûtait moins cher, qu'aujourd'hui, on n'avait plus tellement ce savoir-faire local. Le dérèglement climatique et je dirais la lutte contre ça, c'est aussi de percevoir ça et d'investir dans des entrepreneurs comme Carlos. Et par exemple, les entrepreneurs que tu évoques sont des entrepreneurs issus de la mobilité internationale ou des entrepreneurs sur site qui travaillent plutôt sur l'inclusion des personnes issues de la mobilité? Alors en l'occurrence, Carlos dont je parlais là, lui il est colombien, il a dû venir en France pour des raisons d'asile politique. Ouais. Nous, 70% des entrepreneurs qu'on accompagne sont des immigrés. Ouais. Et la moitié d'entre eux sont réfugiés en France. Mais on a aussi 30% à peu près de nos entrepreneurs qui sont locaux, français, allemands et suisses. Et pour une entreprise implantée dans les territoires qui voudrait contribuer à cette inclusion, comment vous travaillez avec elle? Alors nous, on travaille, on est sur une dizaine de villes en France. On a des incubateurs qui accompagnent les entrepreneurs à Nantes, à Paris, à Lyon, à Strasbourg. Ouais. Et à Lille, on essaye là de l'installer. On bosse directement avec pas mal d'entreprises, à la fois pour connecter nos entrepreneurs avec des gens du même secteur. Donc par exemple, si j'ai quelqu'un qui travaille dans la food, je vais essayer de trouver d'autres personnes qui sont en lien. Quelqu'un dans l'intelligence artificielle, c'est pareil. Donc j'ai besoin aussi d'avoir des entreprises qui ont envie de rencontrer les Marie Curie et les Steve Jobs de notre époque. Ça peut être aussi des partenariats en fait, avec les incubateurs, des partenariats de visibilité, des partenariats aussi pour essayer de voir quelles sont les innovations de ce secteur-là et qui vont arriver. Donc nous on travaille avec pas mal d'entreprises comme la BNP Paribas, comme Generali, comme les fondations Edmond Rothschild à constituer ces incubateurs. Ouais. Et on le fait aussi beaucoup avec les acteurs publics. On travaille beaucoup avec les mairies. La mairie de Lyon, la mairie de Paris. Et par rapport aujourd'hui au nombre de personnes que vous accompagnez versus le nombre de personnes que vous considérez devoir accompagner pour vraiment traiter globalement le sujet, quel est le delta et comment vous envisagez de passer à la vitesse supérieure si c'est un objectif? Aujourd'hui, nous, on accompagne 500 entrepreneurs par an en Europe. Ouais. Il y en a environ une centaine qui vont créer une entreprise. Donc 100 entreprises par an, c'est quand ça fait un bel écosystème. On estime par exemple en France, où on accompagne environ 70 entrepreneurs, nous, dans nos incubateurs, etc., qu'il y a 10 000 personnes qui pourraient bénéficier de ça. Moi, je pense que ça pourrait être encore plus à terme parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont devenir des entrepreneurs de fait parce que les métiers vont changer, parce qu'on va devoir réinventer pas mal de choses dans notre société. Donc je pense que chaque année, ce chiffre, il va peut-être grandir encore. Et à une échelle européenne, on compte plusieurs centaines de milliers de personnes en fait, qui chaque année en fait, pourraient bénéficier d'un accompagnement tel qu'on le fait nous dans nos incubateurs et accélérateurs.
Et sur l'impact long terme, vous avez maintenant 10 ans d'existence, Ouais. est-ce que vous avez des indicateurs qui permettent de voir non pas le nombre de personnes accompagnées, mais le nombre de personnes qui 5 ans ou 10 ans plus tard même sont toujours dans leur activité? Bah, nous, sur nos premières mesures d'impact, on a, après 3 ans d'activité, toujours 60% de nos entrepreneurs qui sont en activité. Ouais. Donc c'est énorme. Enfin, généralement, les incubateurs ne retrouvent pas un tel taux. Il est lié à la frugalité, à la résilience aussi de nos entrepreneurs. Ouais. On sait que plus on va augmenter le nombre de personnes qu'on va accompagner, a priori ce taux va baisser, mais déjà si on a 50% en fait, de nos entrepreneurs qui continuent à exister 3-5 ans plus tard, c'est assez merveilleux. Après, j'ai pas un gigantesque recul, nous, sur nos entrepreneurs. En revanche, des études ont été faites. Une étude en Australie qui montre que lorsqu'on investit dans 1000 entrepreneurs réfugiés, c'est plus de 10 millions de dollars par an en fait, de revenus pour l'économie, au niveau des impôts, etc., enfin, à tous les niveaux, et qui peuvent monter jusqu'à 100 millions en fait, au bout de quelques années, puisque les entreprises continuent de grandir, et donc du coup ça continue d'augmenter, donc c'est des bénéfices nets aussi pour une économie. Et voilà, c'est aussi ça que nous on va essayer d'aller constituer en Europe. Sachant que tous ces entrepreneurs créent eux-mêmes des emplois. Ils créent des emplois. Nous, ils créent à peu près une entreprise créée chez Singa, c'est 3 emplois créés. Donc en fait, 100 par an, ça fait 300 emplois. Donc voilà, si on continue au fur et à mesure, qu'on arrive à dupliquer ça sur différents territoires, on parle de plusieurs milliers d'emplois à créer dans les années qui viennent. Très bien. Merci beaucoup Guillaume. Merci.